Expatrié. Nom, adjectif. Vient du grec exo et patrida. Se dit d'un individu qui réside dans un autre pays que le sien. Moi, je m'attendais à rien du tout parce qu'en vrai, j'avais surtout besoin de partir de Paris plus que d'arriver quelque part. Parce que moi, mon but, c'était de partir, de enfin plus être dans l'attente en France et de me dire oui, mais ça ira mieux, ça sera mieux ça, puis machin, puis c'est moi, et de me rejeter la faute. C'était ça y est, j'avais pris les choses en main, j'étais partie et en fait, j'avais gagné que je reste, parce que tout le monde m'a dit oui, mais si tu restes, si t'as un coup de blues et que tu rentres dans un mois. C'est genre, c'est pas grave parce qu'en fait, je suis partie parce que c'était ça mon objectif, c'était ça mon challenge. Salut, c'est Anne-Fleur. Bienvenue dans French Expat, le podcast de celles et ceux qui sont partis et même parfois revenus. Aujourd'hui, nous prenons la direction de Vancouver au Canada et on part à la rencontre de Flavie, graphiste française qui y vit depuis 10 ans. Elle nous raconte aujourd'hui comment elle a choisi cette destination qu'elle voulait lointaine à tout prix et qui lui permettrait de quitter sa vie parisienne coûte que coûte. Flavie est drôle, elle est directe aussi, et cette décennie canadienne lui confère un recul sur la vie en général et sur son expérience d'expat en particulier vraiment intéressant. En fait, au final, elle est partie pour fuir une vie qui ne lui convenait juste plus et elle est restée pour guérir. Avant de laisser la parole à Flavie, n'oubliez pas que je vous retrouve à la fin de cet épisode pour vous glisser quelques indices sur l'histoire de la semaine prochaine. Belle écoute et ceinture, direction Vancouver, Canada. Je sais pas si on entend bien, mais tous les bruits qu'on entend là maintenant, pour moi, c'est ce qui représente vraiment Vancouver. Bord de mer, avec le bruit de l'eau. On a aussi le bruit de la ville, parce qu'on est dans la ville, même si on est au bord de l'eau. Quelques fonds de travaux, parce que l'été, tant qu'il pleut pas trop, ça construit au maximum, et ça fait un maximum de réparations dans le temps imparti. Et je ne sais pas si vous avez entendu, juste avant que je commence à parler, on a trois jeunes gens qui sont partis se mettre dans l'eau. Et apparemment, elle est froide. J'ai 39 ans, bientôt 40. Je parle depuis Vancouver au Canada sur la côte ouest. Et je viens pas vraiment de Paris. Je dis toujours que je viens de Paris, mais je viens de la banlieue parisienne, je viens des Yvelines. T'es expatriée au Canada depuis combien de temps ? Ça fait 9 ans, un peu plus de 9 ans maintenant. Donc t'es arrivée pour tes 30 ans. Exactement. Juste après. Super, alors est-ce que tu peux me raconter à quoi ressemblait ta vie en France avant ton départ ? C'était catastrophique, j'étais misérable. J'étais à Paris, j'étais dans le même appartement depuis 10 ans, je venais de me séparer après j'avais une grosse rupture après 10 ans. Moi je fais en décennies, c'est beaucoup plus simple à calculer. Hein. Ouais, j'aime pas les calculs, j'aime bien les chiffres ronds. J'étais dans un boulot qui me plaisait plus, ça se passait pas bien. En plus, j'habitais dans Paris, mon travail était en banlieue. La majorité de mes amis partaient de Paris, allaient vivre en Angleterre, un peu partout. Ouais, j'étais là, mais j'étais pas au bon endroit, j'étais pas bien. J'ai compris plus tard que j'étais en dépression. C'était un peu tout ça et en fait, moi, j'ai toujours eu envie de bouger. J'ai une famille assez internationale, en fait, qui a beaucoup voyagé avant moi. Ils se sont vraiment posés en banlieue parisienne quand ils m'ont eu, parce qu'ils m'ont eu tard, sur les 40 ans. Et du coup, moi, j'ai toutes les photos de ma sœur. Elle est au Japon, elle est aux États-Unis, elle est partout. Elle a grandi, elle, aux États-Unis. Et moi, j'ai toujours les mêmes photos dans le même jardin, avec moi et les plantes qui poussent. Donc j'ai toujours un peu ce manque de « mais moi aussi, je vais aller voir le monde ». Et moi. C'est ça. Du coup, c'était le bon moment. Je me suis retrouvée, j'allais avoir 30 ans, j'étais pas bien, j'étais pas heureuse. Ma vie était pas top. J'ai pas d'enfant, pas de mec, rien. J'étais là, genre, c'est maintenant, en fait, parce que je pensais à l'époque que je n'aurais jamais l'occasion d'être seule, sans enfant, dans une ville. Mais le fait est que, j'étais là, genre, si je veux faire quelque chose de
en tout cas, essayer d'améliorer, essayer de faire quelque chose, c'est maintenant. Et j'avais pas du tout envie d'être dans le sud, ni ailleurs. Alors, c'est rigolo, tu m'as partagé une anecdote avant qu'on enregistre cet épisode. Pour tes 8 ans, t'as demandé quoi pour ton anniversaire? C'est pas mon anniversaire, c'était pour Noël. On m'a demandé qu'est-ce que tu veux pour Noël et j'ai dit que je voulais être bilingue, français-anglais. C'est trop mignon. Mais t'imagines pourquoi la tête de mes parents. T'es sûr, tu veux pas un vélo? Ben non, c'est nul. J'ai eu une pile énorme de livres et de cassettes audio. J'ai chanté une phrase en français, une phrase en bilingue pendant des mois. Tout le monde m'a détesté. Et ça a marché? Bah écoute, je croyais que ça avait marché jusqu'à ce que j'arrive à Vancouver et que je me rends compte qu'en fait, je comprends pas si bien que ça et je parle surtout pas du tout en fait. Il y a une différence entre parler à des Français qui parlent pas anglais et t'es genre yeah, one again, et arriver et dire j'ai passé la première année à dire je vous jure je suis pas bête parce que j'arrivais pas à lire. Comment tu dis ça en anglais? I swear I'm not stupid. Alors donc du coup, tu rêves de partir à l'étranger, t'es dans une période pas facile de ta vie, tu dis que c'est le moment de se lancer. Tu choisis pas le Canada initialement, si? Non, moi j'avais choisi l'Australie en fait. Pourquoi? Pareil, même époque. Moi j'ai un amour des mots, de la langue. J'ai une maman prof de français et du coup antipode. Qu'est-ce que l'antipode? Les antipodes, c'est de l'autre côté du monde et quand tu prends la France, c'est l'Australie. C'est genre... Ah, c'est vrai? C'est le côté de... Ah, trop bien. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit quand j'étais petite. Et du coup, je regardais sur le globe de mon fils après. Tu regarderas. C'est pas exact. Moi qui suis assez dans l'exactitude. Ça fâche un peu, mais... et donc, initialement, c'était là où je voulais aller. C'était un peu un rêve de petite fille d'aller de l'autre côté du monde. Ouais. Et en fait, pour les visas, j'étais vraiment ric-rac, parce que du coup, je voulais faire la Nouvelle-Zélande plus que l'Australie. Il y a moins de bébêtes. Tu voulais aller voyager ou tu voulais t'installer? Non, je voulais m'installer. Moi, je voulais vraiment vivre. En fait, j'ai toujours, depuis toute petite, depuis que j'ai 6 ans, mes parents m'ont toujours embarqué partout. Mon père adore voyager. Donc, moi, à 6 ans, j'étais en voyage à l'île Maurice. J'en ai un souvenir incroyable. Ah ouais, même à 6 ans, c'est fou ça. Ah ouais, non, mais l'île Maurice, c'est juste fabuleux. Et mais du coup, j'ai toujours voyagé à droite à gauche. On n'a pas fait des grosses destinations phares parce que mon père aime, quand il voyage, il aime pas être en Club Med. Il aime vraiment avoir une petite maison. Et puis on vit la vie. On va au marché le midi. On va au marché. On souffle sa tomate. On se mange sa tomate. L'huile d'olive. Oui, très méditerranéen toujours. L'huile d'olive et le sel. Et en fait, moi, j'ai toujours voyagé comme ça. Et donc, du coup, je sais ce que c'est que de faire semblant de vivre une vie de quelque part pendant 2 semaines. Mais en fait, moi, dans ma vie, j'ai pas déménagé beaucoup. J'ai déménagé 3 fois. J'ai passé de mes 0 à mes 20 ans en banlieue. Ensuite, j'ai passé 10 ans à Paris dans le même endroit. Je devais rester 1 an. Je suis restée 10 ans. Et ensuite, quand j'ai bougé ici, j'ai fait 3 endroits. Mais en fait, j'ai fait 2 colocs en 1 an. Et après, j'ai pris ma place à moi. Et là, ça fait 8 ans que je suis dans mon appart. Donc, en fait, moi, je suis un settler. Je m'installe. Un colon. Pourquoi ça se fait pas, du coup, l'Australie? Alors, l'Australie, ça s'est pas fait parce que mon père a mis un veto. Papa a dit non. En fait, mon père a voyagé un peu partout et a habité en Australie. Et c'est le seul endroit où lui a eu un énorme mal du pays. Ah ouais, et, d'accord. Il a trouvé que ça avait été difficile. Il m'a dit rien ne ressemble à ce qu'on connaît. C'est très très difficile. Bon, c'était aussi mon père a 80 ans, donc c'était aussi dans un autre monde, un autre temps. Il y avait pas Internet, il y avait pas tout ça. C'est quand même, faut se rappeler, c'est ma première fois que je partais, même si j'ai 30 ans, que je suis considérée adulte, je suis l'enfant de mes parents. Et pour lui, de me dire, si t'arrives quoi que ce soit, c'est terrifiant, quoi. C'est ça, c'est 25 heures de trajet. Ça veut dire que si t'arrives quoi que ce soit, ça me prend une journée entière de venir te chercher ou de te rapatrier. Donc, il m'a dit, s'il te plaît, et puis j'avais ma grand-mère qui était malade à l'époque, donc il m'a dit tu vas certainement devoir rentrer un peu en express, tout ça. Donc voilà, il m'a dit s'il te plaît, va au Canada. J'avais passé un été à Québec, dans la ville de Québec. Il m'a dit retourne là-bas. Et du coup j'ai regardé le Canada et j'ai fini à Vancouver, ce qui n'était pas vraiment plus près. Parce que tu voulais vraiment que ce soit anglophone toujours. J'avais cette envie que ce soit anglophone. Quand j'ai regardé Québec, j'ai des très très bons amis à Québec. J'adore la ville de Québec, mais il n'y a pas vraiment de travail en graphisme. Pour moi, ça allait être compliqué.
Montréal, j'ai partie des gens qui sont pas fans de Montréal. Ah ouais, pourquoi? Ouais, en fait, moi, quand j'y suis allée, donc je vais avoir à peine 20 ans, peut-être 20, 21. J'étais de la petite vingtaine. J'avais un ami qui était français, qui était en PVT là-bas dans une maison de français. Mais j'avais aussi mes meilleurs amis de lycée qui étaient à McGill. Donc, du coup, quand je suis arrivée, j'ai vraiment vu la séparation des anglos et des francos. Et ce qui, pour moi, était déchirant parce que j'ai toujours été avec des gens internationaux, j'ai toujours été dans plusieurs langues. Et du coup, de pas pouvoir, quand j'étais avec mon ami anglo, ses amis me parlaient pas, ça leur a pris 2 jours. Ah ouais. Parce que les Français sont pas sympas avec les Anglos. Il y a une espèce de guéguerre un peu de langue et du coup. Il y a eu une guerre d'ailleurs entre l'Ontario et le Québec aussi pour ça, beaucoup au Canada. Oui, puis on a le gros souci de l'indépendance. Ils votent chaque année, enfin tous les Québécois vivent le Québec libre et du coup c'est tout un truc. Donc ils se méfient, les Anglos se méfient énormément des Franco. Ouais, donc je voulais pas être coincée dans un coin en fait. Et alors, du coup, comment est-ce que tu as choisi Vancouver? Alors, j'ai un ami qui m'a dit, va à Toronto et fais-toi le challenge de la langue. Donc, j'ai regardé Toronto et notre règle que mon père m'a imposée, le père sage, qui dit, tu peux pas juste partir comme ça. Il faut que tu dis, s'il te plaît, prévois au moins quelques appartements à visiter dans la première semaine, que tu saches un peu ce qui se passe. Donc j'ai regardé depuis la France, j'ai regardé sur Craigslist et en fait 3 fois d'affilée les 3 appartements qui m'ont plu. Quand j'ai cliqué, c'était à Vancouver. Et donc la troisième fois, je me suis dit c'est où ça, Vancouver? Et en priant que c'était pas au milieu des prairies. Et effectivement, c'est sur la côte ouest. J'ai vu une vidéo, un gars avait une GoPro sur la tête et a fait le tour du parc en vélo et j'étais genre OK, je vais aller là-bas. Et donc du coup j'ai pris mes billets pour Vancouver. J'avais jamais vu la ville, je connaissais personne. Donc du coup non, j'ai pris mon PVT, j'ai fait ma demande de PVT à l'époque par courrier. C'est tellement à l'ancienne. Donc par courrier, puis c'est juste une question de faut l'envoyer au bon moment. Donc moi j'avais bien tout prévu, j'avais tout qui était prêt et j'attendais juste qu'ils disent OK, c'est ouvert et hop, j'envoyais. Et donc j'ai eu mon PVT et je suis partie c'était pour donc l'année 2012. Ce qui a été le plus frustrant, c'était de préparer pas préparer le départ, mais de lâcher l'appartement, tout nettoyer, tout repeindre, et aussi, chose que j'avais jamais faite, c'était de réduire. En fait, parce qu'en plus, ça fait 10 ans que t'es dans ton appart, enfin, tu as dû accumuler un tonne de trucs. Alors déjà, on accumule beaucoup plus vite qu'on ne croit, mais pire que ça. Mon déménagement de la banlieue à mon appartement à Paris, en fait, je m'en suis pas occupée. Je sais plus ce qui s'est passé, parce qu'encore gros moment de flou dans ma vie, mais en gros, mon père a tout, parce que mon père est quelqu'un il faut que les choses soient faites assez rapidement et quand on le dit. Moi, j'ai plutôt tendance à être chill et à dire ouais, c'est cool. Et ça sera fait, mais dans mon temps. Ouais. Et en fait, il a pris un camion, il a mis toutes mes affaires que j'avais dans ma chambre depuis toujours. Donc moi, je me suis retrouvée avec avec mes premières chaussures. Je me suis retrouvée avec des trucs comme ça où tu es là genre mais mais ça m'appartient pas. Tu vois, tous mes dessins de maternelle et je me suis retrouvée avec puis j'avais une chambre. On avait une maison en banlieue, donc on est une espèce de pavillon comme on dit et du coup, je me suis retrouvée dans un studio avec beaucoup trop de choses. T'as des tips pour les gens qui doivent downsizer avant de partir à l'étranger? Non, j'ai eu de la chance. J'ai une de mes très très bonnes amies qui elle a déménagé partout et qui déménage tous les 2-3 ans. Donc elle est venue spécialement de Barcelone. On a passé 10 jours toutes les deux. Elle a pris 10 jours. Tu sors tout et puis un peu en mode Marie Kondo, mais surtout avec les fringues, tu te rappelles que je partais pas. Enfin, on est aujourd'hui dans un monde où on sait qu'on a accès à des fringues partout. Que mon père m'a toujours dit ça d'ailleurs. M'a toujours dit quand tu pars en voyage, quand tu pars quelque part, prends un minimum d'habits parce qu'en fait, tu colleras jamais à la culture de là-bas avec tes habits de Parisiens, de Français. Donc soit tu veux montrer que toi tu viens d'ailleurs et t'as ton style, ton look, machin, ou alors tu veux blend in, tu veux un peu te voyez dans la foule. Et dans ce cas-là, très vite, tu vas aller au H&M, au truc du coin et tu vas t'acheter les mêmes fringues et tu vas être habillé pareil. Ouais. Et c'est ça quand on voit au Japon, ils ont vraiment. Moi, j'arrive toujours avec des couleurs un peu flashy. Je suis assez couleur flashy et du coup, je suis arrivée là-bas, tout le monde est en beige, c'est hyper calme.
Sauf dans la fameuse rue, mais c'est vrai qu'en règle générale, dans le métro, quand t'es blanc au Japon, on te voit tout de suite, mais en plus avec des fringues fluo, t'es grillé. Mais ouais, se rappeler que pareil, les meubles, on a fait des Ikea partout, tout se rachète, tout se revend. Aujourd'hui. Donc du coup, t'es partie avec quoi alors? Je suis partie avec un backpack de 17 kilos. Et t'as mis quoi dedans? Enfin, si c'est ni les habits ni les meubles, qu'est-ce que t'as amené? C'est une bonne question. Qu'est-ce que à poil? Bah, c'est un peu ça. Hein. Je suis partie. Première fois que je prenais l'avion en jogging aussi. Je me suis fait petit kiff. J'ai fait, tu sais quoi? Je vais essayer. C'était génial. Bah ouais. Je peux pas le refaire parce que c'est truc de français, ça, de pas aller. Tu vas pas dehors en jogging. C'est vraiment un truc de parisien et du coup, j'ai du mal. Ici, ça me prend des fois. Je me dis, allez, je suis une rebelle. Je vais mettre un jogging. Mais non, qu'est-ce que j'avais dedans? Si, j'avais quand même quelques fringues. Bah, après, j'avais tout ce qui était plus. J'avais mon ordinateur, mon portable, appareil photo, GoPro. J'avais plutôt des trucs comme ça, plein de câbles. Des carnets. Moi, je suis très carnet. J'avais des feutres. J'ai plein de feutres. Quoi d'autre? Mais ça, en fait, ça va vite. J'avais un sac à dos. En plus, tu sais, c'est les sacs à dos de randonnée, donc tu mets pas tant que ça, en fait. Ouais. Et je crois que je devais avoir 1 ou 2 bouquins que j'avais pas envie de laisser derrière. Fun fact, je me suis jamais baignée à Vancouver. Mais pas pas à English Bay, là où j'habite. Donc voilà. Mais c'est vraiment le calme de la ville. Et donc je suis sur le Seawall qui fait tout le tour du parc de Stanley Park, qui est, je le dis, on est fiers, qui est un tout petit peu plus grand que Central Park à New York. Et on en fait le tour, tout le tour, ça fait à peu près 10 km. Et c'est vraiment, vraiment une chouette balade. On a toute la vue sur le North Shore, sur les alentours. C'est vraiment, vraiment chouette. Et on peut tout faire en vélo. C'est plutôt safe et c'est vraiment agréable. Et alors, du coup, donc te voilà, tu débarques à Vancouver. Tu t'attends à quoi? Tu vois, genre à part cette vidéo que t'as vue sur internet avec le mec avec sa GoPro, enfin, tu vois, tu t'attends à découvrir quoi? Et c'est quoi en fait le reality check, quoi? Tu vois, tu t'attends à quoi? Et du coup, qu'est-ce que tu vois? Quelles sont tes surprises? Est-ce que même tu pourrais me décrire genre ta première journée, tu t'en souviens? Ta première semaine? Je m'en souviens tellement. Bah, ma première journée, c'était un peu. C'était génial. J'ai vraiment passé une belle journée. C'était un sentiment que j'ai rarement dans ma vie. Moi, je m'attendais à rien du tout parce qu'en vrai, j'avais surtout besoin de partir de Paris plus que d'arriver quelque part. J'arrivais dans cette ville que je connaissais pas du tout, je savais pas du tout à quoi m'attendre, donc j'avais mon guide que j'avais lu, donc j'avais compris qu'il y avait des quartiers, tout ça, et puis vraiment, j'arrivais complètement ouverte. J'avais pris 10 jours dans une auberge de jeunesse pour femmes, là, les Women MCA. Et j'avais vu sur le stade qui, en fait, à l'époque, je comprenais pas, genre c'est chiant cette lumière la nuit. Et en fait, c'est un vrai emblème de la ville. Et en fait, donc je suis arrivée à l'aéroport, j'ai fait la queue pour prendre le taxi, j'ai donné l'adresse où je savais pas du tout où j'allais aller. Et en fait, je suis arrivée, j'ai posé mes affaires et cet sentiment d'avoir plus aucune attache et d'avoir entre guillemets gagné, parce que moi mon but c'était de partir, de enfin plus être dans l'attente en France et de me dire oui mais ça ira mieux, ça sera mieux ça, puis machin, puis c'est moi, et de me rejeter la faute. C'était ça y est, j'avais pris les choses en main, j'étais partie et en fait j'avais gagné que je reste, parce que tout le monde m'a dit oui mais si tu restes, si t'as un coup de blues et que tu rentres dans un mois, c'est pas grave parce qu'en fait je suis partie parce que c'était ça mon objectif, c'était ça mon challenge. Ah, super intéressant, d'accord. Ouais, c'était vraiment, je savais pas, j'avais pas d'idée, je vais m'installer, c'était juste genre je pars. Donc je suis partie, je suis arrivée, j'ai fait genre ouais, je l'ai fait. C'est fait. C'est déjà un succès quoi. Ouais. C'est ça. Et j'étais là genre maintenant tout est bonus. Donc du coup ma première journée c'était en mode journée l'ultra bonus de dire OK, là je fais ce que je veux comme je veux. Et puis genre j'arrive, donc mes parents qui ont voyagé partout, eux ils ont jamais dépassé le Québec.
Ils ont fait Montréal, Toronto. Ah, donc en plus, c'est génial. C'est un coin qu'ils connaissent pas. Enfin, je sais pas toi, mais moi, je sais que c'était un truc qui était important pour moi après fois que je suis partie à l'étranger. C'était, putain, c'est cool. Je vais pouvoir, en fait, aller dans un endroit qu'ils connaissent pas, qu'ils m'ont pas déjà raconté. Je vais pouvoir partager quelque chose et... Exactement. Tu es pionnier dans ta vie, dans ton petit monde, et tu reportes. Toi, tu rapportes depuis là-bas en disant, ouais, voilà, il y a ça et ça. Et correspondant basé à Vancouver. Bonjour. Exactement. Et du coup, ouais, j'ai marché un peu comme je faisais dans les rues de Paris avec les amis, où tu marches et tu découvres des choses en marchant dans la rue. Et là, j'ai fait pareil. Puis je me suis baladée comme ça. J'ai fait une grosse marche, mais ça m'a fait un bien fou. En plus, c'est quand t'arrives dans une nouvelle ville, t'es hyper ouvert. Tu regardes tout le monde dans les yeux. T'as super envie de faire des contacts. Donc les gens te regardent puis ils finissent par te parler. Et à chaque fois que je parlais, tout le monde me disait, ah, t'as un accent, tu viens de Québec? Et c'est genre, bah non, je de France. Genre... Moi, on me dit souvent aussi, ah, you're French, you're from Montreal. Bah non, French from France, quoi, tu vois. Non, bah maintenant, j'ai appris, je dis, je viens de Paris, personne n'est parfait. Oh, I'm from Paris, nobody's perfect. En fait, on sent encore un peu la guéguerre le clivage franco-anglo. Et les anglophones, tous vont te dire, et en fait, alors ça dépend des gens, mais la plupart du temps, ils te demandent si t'es de Québec, parce que si t'es de Québec, il y a du lourd, en fait. Il y a pas mal de non-dits, il y a pas mal de choses là-dessus où ça, du coup, parce que les Québécois demandent sont assez séparatistes. Donc, du coup, les Anglos sont là, genre, ah ouais, vous voulez plus faire partie de notre pays, vous voulez plus être avec nous, du coup, vous sentez différent, vous sentez meilleur. Il y a aussi l'accent, il y a aussi tout ça. Puis du coup, ils sont là genre, ah, t'es de France, nous on préfère les Français de France. C'était genre, ouais. Ça n'a aucun sens. Tu étais au courant de ces clivages avant d'arriver ou? J'ai déjà passé un été au Québec. Oui, donc du coup, j'avais un peu compris que en tant que Français, moi, le nombre de Québécois qui parlaient avec moi, puis à la fin, on regardait, ils me disaient, ah, ça va, t'es sympa pour une Française. J'étais genre, quoi? Il me dit, ah ouais. Et en fait, hostie de français, c'est partout, c'est tout le temps, effectivement. En même temps, je sais pas si on a vraiment pas bonne réputation à l'étranger. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Mais même moi, quand je suis à l'étranger, que j'entends des Français, je me découvre pas tout de suite. Et comme j'ai un bon accent en anglais, en fait, souvent les Français ne s'en rendent pas compte. Merci Père Noël. Ouais. Toutes ces cassettes à chanter Brian est dans la cuisine, ça marche quoi. Alors me voilà au calme, à 3 minutes à pied de la maison. Donc je sors de la maison, je fais un demi-bloc, parce qu'ici on parle en bloc et pas en pâté de maison. Et en fait je suis à la plage. Alors c'est pas une plage de sable fin, mais ça reste la mer, ça reste agréable, ça reste reposant. Je viens de commencer l'audio et il n'y a plus les oies. On a des oies de Bernache, donc les oies du Canada, qui sont là et qui vont et viennent, mangent je ne sais pas quoi, j'imagine des vers dans la pelouse. Mais voilà, je suis à aller un bloc de la rue principale de mon petit quartier. Et c'est vrai que très vite, en un demi-bloc plus loin, on a plus de bruit, on n'a plus de son, on est au calme. Et je crois que c'est ça que j'aime dans la ville. Et donc je suis posée au bord de l'eau, sur un gros rocher, avec vue sur les montagnes, à regarder les gens passer. Voilà. J'étais levée fraîche le matin, parce que j'ai fait une grosse nuit, et je me suis levée, et en fait je suis allée tout de suite au bord de l'eau. Et j'ai marché plus longtemps que ce que je croyais, mais c'était génial. Je me suis posée sur l'herbe, j'ai fait des pique-niques, enfin c'était top. Et je crois qu'en vrai, c'était ma première journée de ma vie où j'étais toute seule. Ah ouais. Je suis sortie et j'ai vraiment fait ce que tu voulais, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, même aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je fais vraiment en me disant, ah bah tiens, je vais sortir puis je verrai où j'irai. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai, le temps est un tel luxe, en fait, je crois. Je suis d'accord. Prends pas, enfin, c'est... Non, aujourd'hui, c'est en mode mission. Tu vas quelque part, tu vas faire quelque chose, mais même, c'est horrible parce que là, en ce moment, je suis genre, il faut que j'aille dehors.
Et je peux pas juste aller dehors. Il faut que j'aille. Du coup, je suis genre, je vais en profiter pour aller faire mes courses. Mais résultat, j'ai passé 5 minutes dehors, 20 minutes dans le supermarché. Donc voilà. Et puis après, j'ai commencé les recherches d'appartements et c'est là où tu te rends compte que on est 2 pays civilisés, on a l'impression qu'on est pareil. En fait, il y a un clash des cultures. Un appartement, j'ai visité où la fille m'explique que ça, c'est sa poêle. Que moi, si je veux une poêle, il faut que j'aille me l'acheter. J'étais comme que tu fais ta vaisselle, je fais ma vaisselle. Et que surtout, est-ce que c'est OK que tous les samedis, je sois pas à la maison parce que elle accueille son groupe des alcooliques anonymes. Et t'es genre quoi? Ah, ouais. Le rapport à l'alcool aussi est très différent. Ah ouais? Ah ouais. Ici, c'est très anglophone, c'est très britannico. Les gens, ils arrivent et en fait, il faut qu'ils en aient pour leur argent. Donc en gros, il y a une espèce de rapport argent niveau d'alcoolisme. Donc en gros, ils arrivent. Rentabilité. C'est ça. Non, mais c'est ça. Mais pareil, ça à Paris, en France, tu vas 3 fois dans le même bar, 3 jours d'affilée à la même heure dans le même bar. Tu connais tous les habitués, tout le monde te paye des verres, ça y est, t'es installé. Si c'est impossible, les gens, parce que moi je pensais que j'allais me faire des amis comme ça, pas du tout. En allant au bar. En allant au bar ou en allant dans des cafés. Alors déjà les cafés, t'as pas de comptoir, donc du coup en fait, tu prends ton café et tu vas tout seul à ta table. Voilà. Ouais. Et quand les gens te parlent, c'est pour te prendre une chaise. Super. Non mais est-ce que oui, vous pouvez prendre la chaise, oui. C'est ça. Et dans les bars, en fait, du coup, tu te mets au comptoir, mais en fait, comme il y a des grosses télés, les gens au comptoir, c'est les alcooliques, c'est les piliers de bar qui regardent la télé, qui regardent les sports. Il reste le barman, sinon tout le monde vient en groupe, ils se mettent une grosse mûre, genre c'est une fois qu'ils sont bien chauds, qu'ils viennent te parler, mais ils sont genre ouais. Et toi, avec ton anglais de ta première année, t'es là en mode genre non, je comprends pas. Et ouais, donc non, ça a été dur. Et ma première année, j'ai compris plus tard, encore une fois. T'as passé ton année dans les bars à essayer de rencontrer du monde. Non, j'ai passé. Non, parce que ça m'a refroidi tout de suite. Ça m'a refroidi. Le premier mois, j'ai fait OK, c'est pas comme ça que je vais rencontrer les gens. Alors qu'à Paris, à Nation, je m'étais posée avec un bouquin qui faisait un peu peur, donc je voulais pas lire toute seule chez moi, je voulais lire avec des gens autour. Et 3 nuits, 3 soirs dessus. Le 3e soir, tout le monde, il y a un mec qui est venu me regarder, il fait qu'est-ce que tu lis? Ça fait 3 fois que tu viens, t'es là, t'es toute seule, tu lis. Et du coup, j'ai jamais pu finir mon livre parce que je suis devenue pote avec tout le monde et puis on a commencé à boire des coups, dîner ensemble, tout ça. Mais non, j'étais du coup dans les cafés la journée et en fait, tous les gens que j'ai rencontrés, c'est des gens qui étaient en dépression, qui avaient un problème de santé mentale, que j'ai compris plus tard en fait, parce que dans cette ville, les gens travaillent comme des fous et quand ils travaillent pas, ils sont sur la montagne, en train de crapahuter. Et de toute façon, tout le monde se book, les gens, ils se bookent 3 soirées en même temps, ils sont partout, ils sont nulle part. C'est marrant, c'est ce que me disait, j'avais interviewé dans la saison 2 Grégory Pouy, je sais pas si tu connais, qui a un podcast qui s'appelle Vlan, qui avait fait, il a fait, je sais plus, 1 an ou 2 à New York. Et il disait, en fait, c'était ça, en fait, c'était une espèce de fear of missing out, ça fait que les gens, en fait, ne disent jamais non. Oui. Et donc, ils se bookent sur 2-3 soirées en même temps. Et en fait, t'es toujours chronométré. Et c'est hyper dur, il disait, de se poser, en fait, genre avec un pote et de, je sais pas, refaire le monde. T'es toujours, en fait, chronométré dans la rentabilité, tu disais, par rapport à l'argent, à l'alcool, mais la rentabilité du temps, en fait, en permanence, quoi. Qu'est-ce que ça va m'apporter, ça? Oui, et c'est horrible parce que du coup, ils vont à la meilleure offre. Donc, tu peux pas juste dire, viens, on se voit. C'est ça. En France, on a genre, on se voit samedi, on se voit samedi à peu près vers quelle heure, à peu près vers telle heure. C'est trop ça, c'est pour ça que ma vie sociale, elle est compliquée. Mais bien sûr, parce qu'en fait, on traîne ensemble. Les Français, on traîne ensemble. Ouais, on se retrouve à un endroit et après on a genre, tu tournes la tête autour, tu fais, il y a ça, j'ai envie d'une glace, il y a le glacier là, on y va, ok, et on y va, et on va comme ça d'envie en envie. Ah bah là, ça me dit bien de me poser, viens, on s'assoit là 5 minutes, paf, puis on papote, on connecte. Alors qu'ici, il faut que tu fasses quelque chose. Et il y a beaucoup de gens qui sont genre, mais du coup, on va faire quoi? Je sais pas, tu veux faire quoi? Et les gens, ils comprennent pas. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pareil avec le dating, parce que du coup, ils datent plusieurs personnes et ils vont regarder alors la personne avec qui ça se passe le mieux, qui habite le plus proche, tout ça. Ils font tous leurs petits paramètres qui sont pour moi aucun rapport avec rien, parce que du coup, c'est des paramètres pratico-pratiques. Ouais, ça. C'était là genre, ok. Non, c'est pas l'amour de ma vie, mais elle habite à côté, alors c'est vachement plus pratique. Ok. Très bien. Why not, tu vois, why not? Ouais. Mais résultat, ils vont dater plusieurs personnes en même temps. En fait, jusqu'à ce que, les autres s'en aillent ou quoi machin. Et en fait, finalement, c'est un peu comme en boîte de nuit. C'est celui qui reste debout, ceux qui restent debout ensemble rentrent ensemble, tu vois. Ouais. Ce qui pour moi me fait pas du tout rêver parce que ici, les gens sont ensemble par défaut. J'ai beaucoup l'impression. Non, c'est triste. Oui, hein.
C'est tristouille comme constat. Bon alors attends, raconte-moi parce que tu me dépeins quand même du coup des trucs qui font moyen rêver là dans l'histoire, des gens workaholic, le dating c'est un peu l'horreur, l'alcool c'est un peu dramatique. Ça fait quand même presque 10 ans que t'es là. Alors raconte-moi un peu, qu'est-ce que t'as fait de ces 10 ans et pourquoi t'es resté? Alors moi j'ai rencontré toutes les exceptions à ces règles et c'est ça qui est génial. Très bonne amie à moi anglophone, c'est ma pote de journée et c'est ma pote de bar. Ouais, c'est ma pote de bar. On s'est rencontrés. En fait, on s'est pas rencontrés comme ça. Mais en gros, on a un bar qui a fermé avec le Covid et quand ils ont rouvert, elle a mis un post sur Instagram. Moi, je la connaissais. On s'était vu 2 fois en groupe. Et je dis bah viens, du coup, on va à la rouverture ensemble. On se boit un verre. On prend enfin le temps de se rencontrer. Et depuis, on se retrouve toujours là-bas. Tu sais, ces petits messages que j'ai jamais eu, que j'ai eu qu'en France. Tu sais, où t'es là genre bière après le boulot, toujours même endroit, même heure, même endroit. Ouais, parfait. Et tu sais, quand tu vas là-bas, tu retrouves les copains. Et elle boit comme moi, elle boit doucement. Elle savoure, quoi. Donc, du coup, je me retrouve pas avec quelqu'un qui, au bout de 10 minutes, ne peut plus parler. Et puis, du coup, on a aussi une communauté dans ce bar qui est assez géniale. Une fois que tu trouves tes petites communautés, c'est ça qui est assez cool. Après, on est dans une ville où, faut pas oublier, Vancouver, on a ce truc incroyable de quand t'es à la plage, tu vois les montagnes, et quand tu fais du ski, t'as la vue sur la plage. Et ça, c'est assez fou. Tu vois la ville en bas avec c'est malade. C'est si proche que ça, les montagnes. Moi, ma première année, j'étais genre, mais il y a des gens avec des planches de snow dans la ville en combinaison et tout. J'étais genre qui prennent dans le bus. J'étais genre et tu peux aller en bus à la montagne. D'accord. C'est pas la meilleure montagne, mais tu peux le faire. On a d'ailleurs pour te dire tellement c'est normal. On a le mardi soir after work sur, je crois que c'est Seymour, c'est gratuit pour les filles. Ouais, il y avait ça aussi quand j'étais à Buffalo. C'est des petites montagnes, hein, mais ouais. C'était astronomique. C'est génial. Je vous emmène dans mon bar-restaurant préféré, l'accordéon rouge, The Red Accordion, qui est juste un petit trésor, une maison coincée entre 2 buildings et c'est vraiment mon endroit préféré. J'ai rendez-vous avec un ami. Hey, hi. Good, how are you? Yay! How are you? Good. Good to see you. Ben justement, alors si genre je débarque là à Vancouver et tout et que je ferme les yeux, tu peux me raconter un peu genre qu'est-ce qu'on y sent, qu'est-ce qu'on y voit, qu'est-ce qu'on ressent? Oh, alors les odeurs c'est drôle parce que moi je suis passée du métro parisien à Vancouver. En règle générale, dans la ville, ça sent la friture et ça fait moins rêver ça. Ouais, j'ai moins aimé la friture et la bœuf. Ça sent l'herbe partout et c'est marrant parce que j'ai appris ça. La moufette, ça a exactement la même odeur que la bœuf, mais c'est un tout petit peu plus persistant dans le nez. C'est comme ça que tu sais que c'est une moufette et que c'est comme ça que tu te rends compte que il y a pas vraiment de moufette ici. C'est quoi moufette? Une moufette, c'est un putois. Ah oui, comment on appelle ça ici? Un skunk. Ouais, un skunk, ouais. Ouais, donc c'est surtout ces 2 odeurs-là qu'on a un peu partout. Mais effectivement, ici, tout est frit, refrit, surfrit. Tu peux pas aller au restaurant sans manger quasiment. Enfin, mais même les restaurants vegan, ils te frient tout, quoi. C'est quoi la spécialité de Vancouver? La friture? Non. La spécialité de Vancouver, c'est une bonne question. On est connu pour être le côté santé. Alors c'est très intéressant parce qu'on a vraiment genre parti un peu dans la tristouillesse, mais dans le côté tristouille, on a toujours le fossé un peu des gens qui sont ultra fins, yoga à fond, qui vont faire des heures de sport, qui vont manger ce qu'on dit santé, donc les smoothies là, que des trucs déjà broyés, déjà pré-mâchés. Et à côté de ça, on a aussi une plaque tournante de drogue. On a beaucoup de drogue, on a beaucoup de gens dans la rue. On a beaucoup d'overdoses, on a tous les, tu sais, on est ici, tout le monde est payé aux 2 semaines. Et toutes les 2 semaines, on a tous les camions de pompiers, les sirènes, machin, parce que tout le monde, en fait, les gens ont leurs allocations. Les gens dans la rue, ils récupèrent leur argent et l'heure d'après, ils vont aller acheter de la drogue et l'heure d'après, ils sont en overdose. Donc toutes les 2 semaines, ça dépend des quartiers. Moi, je suis dans un quartier hyper tranquille, je suis au bord de la mer, je suis justement exactement dans le quartier que j'avais vu en vidéo, le gars autour du vélo, je suis exactement là. Donc je pouvais pas faire mieux.
Mais effectivement, des endroits un peu plus ville où c'est hyper chaud, quoi. Enfin, c'est... Donc on a ces gens-là qui traînent d'un côté la fille avec son Starbucks, mais qui est là en mode genre Lululemon, full sport, santé, tout ça. Et à côté de ça, on a le gars de la rue. Enfin, tu m'avais demandé les choses bien de la ville et comment ça se passe? Non, mais qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois, me donner un peu une idée en fait de l'atmosphère de la ville. En règle générale, c'est assez tranquille. Moi, ce que j'aime bien, c'est que le rythme est vraiment. Et bon, je viens de Paris encore une fois. Hein, tout est relatif, mais moi, je trouve ça très lent. Même si maintenant, au bout de 10 ans, je trouve que ça fait très ville. Mais là, tu vois, je vais retourner à Paris et je me dis, oh là là, ça va être. Je suis un peu pas à l'aise, alors que j'ai passé 10 ans dans Paris et que j'avais pas de problème. Et je me dis, ah là là, il va y avoir du monde, les odeurs. Non, ici, c'est assez calme, c'est assez tranquille. C'est la vue, en fait, de voir les montagnes tout le temps, c'est comme ça que tu te repères. Le nord, c'est les montagnes. Donc, quand tu vois les montagnes, tu sais que c'est là-bas, c'est le nord. D'accord. Les gens, c'est assez. Bon, encore une fois, comparé à Paris, c'est pas hyper cosmopolite. Pour moi, beaucoup de gens sont genre, ah, j'adore, c'est très international. Je trouve qu'on est encore très très blanc, une ville très blanche. Non, mais après c'est beaucoup de bâtiments, en verre. Moi ça me fascine. Je me dis les pauvres, tu peux pas ouvrir les fenêtres, tu dois crever de chaud en plein sud. C'est fou parce que d'un quartier à l'autre, t'as vraiment des ambiances différentes. Tu vas avoir des gens différents. Les gens sortent pas tant que ça de leur quartier. Beaucoup de gens à vélo, beaucoup de gens à vélo, beaucoup de gens qui courent, beaucoup de gens qui font du sport. Alors j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu de 2011 à début 2020. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc première année, tu m'as dit déjà que tu as eu 2 colocs. Enfin, tu t'as changé 2 fois en fait de coloc. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu justement, voilà, ok, t'es arrivé, t'es en PVT, a priori en plus t'es là pour 1 an en termes d'immigration. Ouais. Comment est-ce que tu te projettes? Comment est-ce que tu te sens? T'as l'air de te sentir très libre. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là pour toi? Alors moi, ce que j'avais prévu, donc, c'était trouver un appart. J'avais prévu de prendre une coloc pour justement en me disant, ah, c'est génial, une coloc, ça va me booster mes relations sociales, ça va m'introduire plus facilement dans des communautés. Je vais pouvoir me mettre, je vais pouvoir tout de suite m'insérer mieux. Et en fait, je suis tombée. La coloc que j'ai trouvée, c'était un Français qui avait habité à Montréal depuis des années, qui déménageait ici, qui venait juste d'arriver. Alors moi, c'est ma première colocation. J'ai jamais vécu avec personne. Même en couple, on vivait pas ensemble, donc j'ai jamais, à part ma famille, j'ai jamais vécu avec personne. Et je lui ai dit, qu'est-ce que c'est la coloc pour toi? Comment tu vois ça? Puis il m'a dit, je sais pas. Et toi? Alors je lui ai dit, moi. Il me dit, oui, pareil, alors que pas du tout. En fait, lui, il voulait, il avait cet appartement-là. C'est dans une maison. C'était, tu sais, les maisons sont séparées en plusieurs. Oui, c'est vrai, les multifamilies. Ouais. Et en fait, il avait l'appartement de derrière et les chambres étaient en sous-sol. Et en fait, moi, j'avais la chambre avec l'escalier qui rentre directement dans la chambre, ce qui me faisait super flipper. Et en fait, lui, c'était pour ça, c'est parce que en gros, je devais jamais aller ailleurs dans l'appartement. Moi, j'avais ma chambre et je pouvais rentrer et sortir sans que lui me voie. Sauf que c'était sans compter sur une freelance qui travaille de la maison, qui est dans le salon 24H, qui te dit au revoir quand tu pars au boulot et qui te dit bonjour quand tu reviens. Et puis clairement, on n'avait pas du tout les mêmes envies, tout ça. Puis et puis les amis qui sont venus me visiter, ça s'est très mal passé avec lui. Il n'a pas été cool. Et du coup, j'ai déménagé pour aller tout en haut, donc dans la même maison. Et là, je suis tombée sur une anglophone qui parle français, qui est francophone du Manitoba, donc qui parle un français quasi parfait. Et par contre, pareil, ça s'est très mal passé. Un autre monde. En gros, on avait des gens, la maison était ouverte en permanence, les gens rentraient, sortaient en permanence, pas mal de drogue, pas mal de choses comme ça. Donc c'est là où en fait, moi je me suis dit, il faut que je parte. J'ai dû faire 6 mois d'un côté et j'ai dû faire quasiment 6 mois. Et mais sinon c'est horrible, elle était kleptomane. Après, il y avait des super bons côtés parce que c'était quelqu'un de super gentil et top, mais elle a eu un mec qui est venu squatter à la maison et qui du coup me bouffait toute ma bouffe. Je devais attendre que eux avaient fini, donc j'ai dit ce serait bien qu'on partage le loyer en 3 du coup. Elle m'a dit ok, sauf qu'en fait ils ont partagé eux deux son loyer à elle en 2. J'étais comme genre ok, je pense qu'il faut que j'y aille. Donc du coup c'était la motivation, trouver un boulot aussi pour rester parce que je me suis rendu compte qu'en fait je pouvais pas rentrer en France.
et que j'avais pas envie. Enfin, j'étais quand même assez bien là où j'étais et du coup, j'ai trouvé un boulot. J'ai choisi cet endroit parce que c'est marketing, c'était au moins 5 personnes dans la boîte. Comme ça, je pouvais demander un certain type de visa qui allait plus vite et qui était moins cher, donc c'était top. Et je suis arrivée, mes 2 premiers jours, je les ai passés toute seule dans un tout petit bureau. Et j'étais là, genre, mais qu'est-ce que je fous là? Et ça a été vraiment pas cool. Mais du coup, je suis restée 2 mois, j'ai eu mes fiches de paye. Et là, j'ai pris un appartement toute seule. Et j'ai passé les 3/4 de ma fiche de paye passée dans l'appartement. Mais j'étais là, genre, y a pas moyen. J'ai besoin d'être dans un endroit où quand je pose quelque chose, je le retrouve. Et d'ailleurs, je suis toujours dans cet appartement-là qui est super. Et en fait, je suis restée assez pour faire ma demande de RP. De visa ? Ah oui, d'accord. De RP, donc c'est la résidence permanente, ok. La résidence permanente, et c'était sous le régime de l'expérience Canada. Et il fallait 1 an d'expérience de travail au Canada dans ton domaine. Et d'accord. C'est exactement ce que j'ai fait. Et parce que en fait, j'ai un ami qui avait démissionné de sa job, de son boulot juste avant, et qui du coup a pris notre boulot. Et en fait, il avait pas bien compté les jours, et du coup, il a fait sa demande. Ils lui ont renvoyé, donc il a perdu un temps fou. Parce qu'en fait, il faut que tu aies vraiment le bon nombre de jours. Donc là, moi, je me suis dit, s'il faut que tu fasses, plus tu fais du boulot, plus tu as du papier, moi, j'aime horreur de l'administratif. Donc j'ai fait un boulot, 1 an, un papier, calé. Par contre, ça a pris 1 an et un peu plus. Ça a pris quasiment 1 an et demi de récupérer ma RP. Là, ça a été très, très dur. Je me permets d'insister, mais donc, t'arrives. T'as quand même une première année où, entre les colocs et tout, ça, c'est le bordel, t'es vraiment pas gâté. T'as un job qui te fait chier à mort, mais tu te dis quand même, tiens, je vais m'installer pour de bon ici. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je sais que c'était le succès d'avoir réussi à être parti, d'être libre, mais enfin, quand même, t'en chies quand même un petit peu, quoi, tu vois. Alors, oui, j'en chie, mais en fait, ce qui est drôle ou triste, c'est toi, tu choisiras ton émotion là-dessus, mais en fait, j'ai reproduit exactement ma vie à Paris ici. Donc, ce que je comprends, c'est que le problème, c'est pas la ville, c'est pas la culture. Ce que je comprends, c'est qu'en fait, c'est en interne qu'il y a un gros souci. Donc, du coup, je suis allée voir elle est quoi, l'ostéo, qui m'avait dit, tu sais qu'on vient pas à Vancouver par hasard, on vient pour Ouais, c'est ce que tu me disais, pour se reconstruire. Pour se reconstruire, pour se guérir. D'accord. Et on m'a dit ça plusieurs fois, et j'étais comme genre, ok. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai fait, parce que quand tu reproduis les mêmes schémas, mais que t'es parti tellement loin, je suis à 8000 km de la France, j'ai plus d'excuses. Oui, mais c'est comme ça, oui, mais de toute façon, c'est Paris, oui, mais de toute façon, les gens sont cons, oui, mais de toute façon, machin, t'es là genre, ok. J'ai fait 8000 bornes. Ces gens-là m'ont pas suivi, donc c'est que clairement, je les retrouve, donc clairement, je me remets dans cette situation-là. Donc c'est là où il y a un gros travail de développement personnel, un gros travail sur soi qui se met en place, où tu dis, ok, si je veux changer les choses, il va falloir que moi, je change de mon côté. Et de là, effectivement, c'est là où je me suis rendu compte que j'étais en dépression. C'est là que je me suis rendu compte que en fait, j'ai tout un passif de narcissisme. En fait, en gros, c'est ma zone de confort. J'ai grandi avec un entourage avec un peu de narcissisme, et du coup, ça fait que c'est ma zone de confort. C'est complètement connais, quoi. Oui, c'est ça. C'est absurde, ça me fait du mal, c'est toxique, mais c'est ce que je connais, c'est ce que je crois. C'est pareil, toute ma vision de l'amour. Je pensais que c'était ça. Tu sais, en France, on a souvent ça, qui aime bien châtie bien. Et je suis arrivée ici et tout le monde est un peu trop, oh, awesome, great. Et en fait, t'es là genre, mais ça fait du bien d'avoir des mots positifs, d'avoir des gens que quand tu fais quelque chose, ils sont là genre, c'est génial, j'espère que ça va marcher pour toi parce que c'est trop cool et que t'es une personne que j'aime beaucoup. T'es genre, oh waouh, quoi? Alors que les gens sont genre, ça marchera pas, machin, il y a machin qui a fait la même chose. Et t'es là genre, ah. Donc en fait, pour moi, ça fait un bien fou d'avoir tout un vocabulaire qui change. L'anglais aussi, en français, ça va, pas mal. On est tout en négatif. Ici, tout est en positif. Donc, de changer le vocabulaire aussi, ça fait énormément de bien. Encore une fois attaché à la langue française, mais enfin, en tout cas, la langue, au langage, pour moi, c'est hyper important. Ce que j'allais dire, est-ce que c'est pas plus facile, justement, de changer ces référentiels? Enfin, ça reste pas un travail facile, mais de changer ces référentiels quand t'es dans une autre langue, est-ce que c'est pas plus facile, finalement, parce que tu t'imposes un autre cadre? Alors, complètement. Ouais, tu reconstruis, quoi, comme tu dis, en fait. L'anglais m'a aidé dans le sens où c'est devenu mon langage émotionnel.
En français, j'étais incapable de dire à quelqu'un que je les aime bien, d'ailleurs mes amis même francophones, je leur dis pas, j'arrive même pas à dire que je t'aime, je dis I love you, oh I love you. Et ça passe très très bien parce que je suis ok avec mes émotions en anglais. Et c'est incroyable. Ouais, mais du coup, là justement, ce que je suis en train de travailler, c'est de le repasser en français. C'est du coup, comme j'ai construit tout mon émotionnel en anglais, c'est juste de le traduire en fait. Moi, le Canada, pour moi, c'est pour ça que je reste ici, c'est parce que je sais que j'ai encore des choses à tacler, j'ai encore des choses à comprendre, j'ai encore des choses à vivre et à mettre en place. C'est aussi plus facile de monter son business, c'est aussi plus facile. Je suis dans un groupe d'entrepreneurs, j'ai toute une communauté d'entrepreneurs où dès que j'ai un souci, j'appelle, tout le monde est là. J'avais pas de bureau avec la pandémie, toute une histoire. J'en parle dans mon groupe. Un gars m'appelle et me dit Flavie, j'ai un bureau en trop. Attends, je te l'amène. T'es genre, mais il faut connaître les bonnes personnes, il faut être dans la bonne communauté, mais une fois que t'es là et que les gens savent aussi que t'es là pour un bon moment. Ouais. Tout le monde est là, genre, ok, c'est bon, Flavie, she's one of us. Et c'est complètement ok. Donc c'est ça. Donc moi, ça a été vraiment, et là, je viens de passer 10 ans à me reconstruire, à remettre en place mon langage de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que je veux? Aussi comment je me vois, parce que pendant longtemps, c'est encore un peu là, mais cette image de soi qui est horrible, parce que du coup, moi, on m'a appris que l'amour, c'était on te faisait du mal. Plus on te faisait du mal, plus on était méchant, plus on t'aimait. Donc volontairement, je me mettais partout avec des gens qui me disaient des choses pas gentilles. Et dès que quelqu'un était là, genre, Flavie, you're the best, you're awesome, you're so creative, you're so talented. Je suis là, genre, qu'est-ce que tu me veux? C'est quoi ton problème? T'imagines c'est méfiance, lourd, ouais, c'est hyper triste, ouais. Et du coup, voilà, moi, ça a été vraiment mon Iliade, mon Odyssée à moi de repasser, de reprendre de zéro. En fait, je suis arrivée ici où, pareil, Vancouver, je pense que plus qu'un lieu, tu vois, avec des odeurs et des choses visuelles, pour moi, c'est un endroit où la ville, elle a 250 ans. On est tellement jeunes ici. Et on a des Canadiens. On a quand même une grande population asiatique. Donc ici, les ramen, les sushis, tout est délicieux. C'est c'est ce que j'aime manger, donc ça tombe très bien. J'ai une passion ramen. Mais du coup, en fait, il y a tellement de cultures comme ça qui se mélangent que personne ne sait, on n'a pas de convention. Et du coup, c'est le meilleur endroit pour se réinventer et dire, attends, moi, mes règles, ce sera ça. Moi, ce sera comme ça que ça va se faire. Et du coup, t'apprends à dire les choses aux gens. Et en fait, comme on se rend compte qu'on a des cultures très différentes, mais pareil, je joue, avant, je voulais pas dire que j'étais française. J'étais genre, non, je voulais absolument que tout le monde pense que je sois canadienne. Et aujourd'hui, quand j'ai un truc à dire et que j'ai pas envie de prendre des gants parce que, je l'ai entendu dans un autre de tes podcasts, on disait la méthode du sandwich. C'est exactement ce qu'on nous apprend quand on arrive ici. En fait, j'ai pas envie de faire ça parce que je suis là genre, non, on a besoin d'avancer. Et je dis, OK, I'm going to be French right now. Et je balance mon truc et tout le monde fait, ah ouais. Et ils savent qu'en fait, j'essaie pas d'être méchante, j'essaie pas d'être cassante ou agressive. C'est juste, OK, là, j'ai juste besoin de dire un truc clair et efficace. Donc, je vais le faire à la française. Et ça passe nickel. Donc, disais les différences culturelles aussi à son avantage parfois. Oui, ça m'a pris du temps d'en jouer, de les comprendre aussi parce qu'effectivement, on a les Français, enfin toute culture a une réputation et de savoir quand on joue pas, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon et qu'est-ce que tu veux prendre pour toi ou pas. Mais c'est là où s'expatrier est magique parce que justement tu peux te détacher de certaines choses comme tu peux te rapprocher d'autres. Moi, je suis arrivée ici, je voulais pas rencontrer de Français. Bon, j'habite avec un Français au début, mais il avait l'air de dire que lui, c'était pareil. Bon, finalement, non. Mais résultat, aujourd'hui, je travaille avec beaucoup d'organismes francophones. Par contre, dans ma journée, je suis en anglo. La plupart de mes amis dans mon quartier, les endroits que je fréquente, c'est anglophone. Donc, du coup, je suis vraiment, j'oscille du français en anglais toute la journée. Je me suis mis beaucoup de bâtons dans les roues au début parce que j'avais aussi ce côté en France, on est là genre il faut que tu t'y arrives par toi-même, si tu n'as pas sué tout le sang de ton corps, ça ne vaut pas la peine, ça n'est pas valable, tu n'es pas valide. Et t'es là genre mon Dieu. Et en fait, je me suis rendu compte que quand tu rencontres des francophones, ça va plus vite ici. Donc moi, j'essaie de faire ça un maximum aussi de quand je rencontre des nouveaux gens, je suis là genre OK, t'as besoin de quoi et de connecter à fond parce que ouais, on a un réseau qui peut s'entraider assez bien parce tout le monde n'est pas ancré dans le Canada anglophone en tant que francophone. Je connais pas mal de gens qui savent parler en anglais que pour commander à manger et 2-3 trucs, qui n'ont pas besoin. Ouais.
parce ils travaillent en français. Ils sont dans un écosystème complètement différent, quoi. Exactement. Chose que je ne comprends pas, que je comprenais pas avec certains amis internationaux qui étaient à Paris. Je disais genre, mais sors de ta bulle. Et en fait, maintenant que je suis ici, je suis genre, ouais, non, je comprends. Parce que t'as envie de temps en temps de faire des blagues sur le Père Noël est une ordure, t'as envie de faire des références sur des trucs culturels ou sur des choses simples où tu fais une blague, où tu dis c'est quoi la botte secrète dans Kaamelott, qui est génial, que j'adore sortir, forcément je m'en souviens pas. C'est pas faux. Quand tu sors un c'est pas faux à un français, tout le monde est bidonné. Ouais, c'est clair. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de reprendre les soirées crêpes. Des plaisirs simples. Exactement. Je sais pas si on va bien entendre. Mais là, je suis dans les rues de Vancouver. On a une journée très vancouvérite avec une grosse pluie, des grosses gouttes qui mouillent bien. Et ben moi, j'aime bien. On met les bottes, on met le ciré. Et avec un bon parapluie qui est l'arme de... Apparemment, les gens d'ici, pure laine, n'ont pas besoin de parapluie, mais moi j'aime bien. Et j'adore le bruit des gouttes sur le parapluie. C'est un de mes petits plaisirs. Donc je sais que je suis au bon endroit. Minus le vent, qui est juste un petit peu embêtant, mais... Mais en fait, du coup, ma prochaine question, ce serait, c'est quoi le futur, en fait? Parce que tu dis, j'ai pas fini, en fait, mon travail, donc je suis encore là. Mon travail sur moi. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que quand tu penses que ce sera réglé, tu partiras? Ou est-ce que Vancouver, du coup, ce sera pour toujours ou pour encore très longtemps ta ville et ta vie? Quand ta zone de confort est quelque chose de toxique, en fait, on te dit ce que tu dois faire, on t'explique les choses, en fait, t'as pas de marge de manœuvre, t'as pas de liberté de futur. Moi, très jeune, je pensais pas. Quand tu me disais qu'est-ce que tu veux faire plus tard, moi, je voyais que du noir et je me disais, j'aurai pas de plus tard, c'est très bien. Et donc, pendant très longtemps, j'attendais que les choses passent parce que genre, de toute façon, il y a un moment, tout va s'arrêter et ce sera fini. Et en fait, de venir ici, je me rends compte que, parce qu'ici, c'est hyper important. C'est quoi tes objectifs? Puis pareil, Vancouver, c'est une ville d'entrepreneurs. Je crois que les chiffres sont fous. On est plus de 50% de la population à Vancouver qui est entrepreneur. Et c'est pour ça que t'as tout le temps du monde partout dehors en train de faire des trucs bizarres parce qu'en fait, on a tous notre propre emploi du temps. Et du coup, ce qui se passe, c'est que là, en fait, je suis en train de remettre en place les fondations de mon business. Donc, je suis graphiste depuis, ça va faire plus de 15 ans maintenant. Mais j'ai toujours travaillé comme les freelances qui sortent de l'école. Donc, en dents de scie, tu fais plein d'argent, mais t'as pas de temps parce que tu dors 2 heures et tu travailles 20 heures. Et après, quand t'as du temps, t'as plus d'argent. Et j'ai toujours fait ça en dents de scie. Donc là, le but, c'est ici, soit genre, ah non, tu rigoles. Ah, tu devrais, à 5 heures, c'est fini, tu rentres chez toi. Et les boss te disent ça, hein, généralement. Ils sont là, genre, il est 5 heures, tu rentres. Moi, je te paye pas en overtime, là, tu rentres chez toi. C'est genre, t'es sûr? Mais il est 5h01. Et j'avais pas, oui, tu finiras ça demain. Ah ouais, d'accord, ok. C'est fou. Et donc là, je retravaille sur les fondations de mon business en me disant, ok, et de le prendre vraiment comme un business, parce que pareil, le graphisme, on a souvent l'impression que, surtout, puis en plus, en tout cas, en France, je pense que j'ai encore des visions sclérosées, des a priori sur mon ancienne vie en France, mais c'est pas un vrai travail. Tu fais ça, c'est un truc, c'est censé. J'ai l'impression que le graphisme c'est un peu censé être le boulot de transition entre l'école et ton vrai boulot de quand tu seras adulte. Et du coup, t'as toujours un peu le cul entre deux chaises, t'as toujours un peu cette espèce de pas permanent, quoi. Et donc là, ici, ils sont genre, ah non, attends, non, faut que tu fasses de l'argent, faut que tu fasses du business, ils sont hyper business, c'est vraiment, l'argent, ça doit se passer de main en main, quoi. Attends, quand t'arrives ici et que le mec, il te fait genre, ah, ma chemise à $50, et t'as genre, ah, vous adjectivez vos prix, c'est des adjectifs dans vos phrases, c'est fou. Moi, ça me rendait dingue. Mais c'est génial parce que du coup, moi, j'ai ni notion du prix, j'ai pas de notion argent et temps et distance. Les chiffres, en gros. Je travaille dessus. Donc, du coup, pour moi, c'était génial parce que du coup, tu te rends compte de qu'est-ce qui vaut quoi. Ici, les gens, ils disent, ouais, ma maison a tant de $, j'ai acheté ma maison tant, je suis content, j'ai fait tant de travaux. Et là, genre, ah ouais, ma voiture, elle m'a coûté tant, machin, ça. Alors, ce mois-ci, ils sont en mode budget, donc ils t'expliquent. Ici, c'est normal que tu dises, non, je peux pas venir au resto parce que mon budget du resto de ce mois-ci, il est déjà foutu. Donc, on peut se faire un pique-nique ou sinon, on se voit le mois prochain. Et là, genre, ah ouais? Genre, t'es en galère d'argent, c'est ok. Les gens te parlent de leurs dettes. C'est ok. J'adore. Parce qu'on est tous dans le même bateau. Ça veut pas dire que t'es bête ou que quoi que ce soit. Et donc là, justement, je refais toutes les fondations de mon business. J'ai eu un énorme problème à faire la vision
de qu'est-ce que je veux, comment je me vois dans 5 ans, dans 10 ans, pour moi, c'est hyper difficile. Parce qu'on m'a jamais dit que tout était possible, on m'a jamais dit, tu vois, moi j'ai toujours eu l'impression que, tu sais, t'es là, les chines courbées et que tu vas au travail, que tu fais des trucs qu'on te dit de faire, puis bah là maintenant tu fais ça, puis t'es à l'école, puis maintenant tu passes au collège, puis tu vas dans ce collège, puis tu fais tel truc, puis tu vas au lycée, puis tu vas faire maths parce que papa est ingénieur et du coup tu vas faire maths aussi, et ainsi de suite, tu vois. Et donc là, on dit, bah tu peux faire ce que tu veux, tu peux rêver, rêve grand. T'es là genre, wow, je vais tomber. Et donc du coup je suis là-dedans, et pour ma prochaine étape, pour l'instant c'est Vancouver. Je pense que si je pars de Vancouver, en fait tout est possible. Tout est possible. Ça peut être parce que je rencontre quelqu'un qui est pas d'ici et qui a envie de rentrer ou d'aller ailleurs, ou parce que ça me porte quelque part d'autre. Il faudrait qu'il y ait une raison. Je partirais pas juste comme ça, parce que maintenant j'ai un réseau, j'ai installé un peu tout. Donc, mais je serais peut-être plus pour devenir nomade que pour devenir encore un expat. Bien que j'ai l'impression qu'avec ce que j'ai vécu en tant qu'expat, je sais que si demain je rencontre quelqu'un et qu'on part vivre n'importe où dans le monde, maintenant je sais ce quoi faire. Je sais que la première chose que tu fais, c'est que tu tapes dans le réseau francophone. Et là, maintenant, j'ai le réseau et francophone et canadien. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Flavie Dufresne, mon invitée d'aujourd'hui, pour cette rencontre, pour sa disponibilité et la générosité de son partage. Et bien entendu, merci à vous d'être restés jusqu'au bout. J'espère que cette histoire vous a plu autant qu'à moi. Bon alors, on part où la semaine prochaine ? Écoutez. Ça te fait réaliser tellement de choses que les frontières ferment, que parce que tu as une nationalité différente, tu peux pas vivre où tu veux, tu peux pas travailler où tu veux, tu peux presque pas aimer qui tu veux finalement. Mais j'aime croire que je peux construire ma vie avec les deux. Et ce travail actuellement m'offre cette chance incroyable. Là, je peux rentrer un mois à la fin du mois grâce à mon travail, grâce à cette... Voilà, je travaille pour une entreprise française avec des vins français. Donc voilà, et je veux croire à ça, qu'il est possible de vivre vraiment entre deux pays et d'avoir un équilibre bon entre les deux. Voilà, je vous en dirai pas plus. Si ce que vous avez entendu aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, faites un maximum de bruit. D'abord, ça nous fait très plaisir et en plus, ça nous aide à développer ce podcast que vous, comme nous, aimons tant. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine et je vous retrouve mardi pour une nouvelle histoire. À bientôt!